Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un dispositif d'accueil, nous affirmons qu'en France, le droit d'asile, la protection des femmes engagées et la défense de l'état de droit ne sont pas des principes abstraits, mais un engagement concret. Dans un contexte où la question migratoire est trop souvent fantasmée ou instrumentalisée, la Fédération protestante de France et la Fédération de l'entraide protestante font le choix d'une réponse humaine, juridique et responsable. Le projet des femmes exilées engagées s'inscrit dans le prolongement des couloirs humanitaires, projet qui a été mis en place en 2017 et qui vise à offrir des voies légales et sûres à celles et ceux qui sont contraints de fuir leur pays. Porté par la FEP, menée sous l'égide de la Fédération protestante de France depuis 2017, ce dispositif a fait ses preuves, et il faut le souligner. Près de 500 personnes accueillies, et 100% d'entre elles, ces personnes, ont obtenu la protection internationale. Et 100% d'entre elles ont pu accéder à un logement autonome dans un délai moyen de 18 mois. Et près de 3 ans après leur présence en France, plus de 80% des ménages comptent au moins une personne en emploi. Cette réussite, osons le terme, cette réussite repose d'une part sur la mobilisation citoyenne des protestants et deuxièmement sur l'engagement professionnel du réseau des œuvres protestantes. Ces citoyens, ces œuvres montrent qu'un accueil structuré et solidaire peut produire un récit vertueux à rebours des simplifications de l'imaginaire sur la question migratoire. Aujourd'hui, la FEP et la Fédération protestante de France, la Fédération de l'entraide protestante et la Fédération protestante de France souhaitent franchir une nouvelle étape en étendant la convention signée avec les ministères de l'Intérieur et les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères à un public particulièrement exposé, les femmes engagées contraintes à l'exil. Ces femmes sont militantes, journalistes, responsables associatives, défenseurs des droits humains, actrices de la démocratie dans leur pays, parce qu'elles prennent la parole, contestent l'arbitraire, défendent l'égalité, la liberté ou la justice, cherchent à restaurer l'état de droit, elles deviennent des cibles. Leur engagement les expose à la répression, aux menaces et parfois, voire souvent, les contraint à l'exil. Et durant leur parcours migratoire, ces femmes sont particulièrement vulnérables. Elles sont notamment sujettes à des abus ou des violences sexuelles. Les accueillir, ce n'est pas seulement répondre à une vulnérabilité, c'est reconnaître leur courage. C'est dire à celles qui défendent les droits de la démocratie qu'elles ne sont pas seules. C'est rappeler que le droit d'asile n'est pas une concession accordée selon les circonstances, mais un pilier de notre état de droit. Soutenir et accueillir ces femmes, c'est affirmer notre attachement à la Convention de Genève et à la Convention européenne des droits de l'homme. Au moment où certains cherchent à restreindre ces droits fondamentaux, nous voulons ensemble rappeler qu'ils ne valent que lorsqu'ils sont universels. En accueillant ces femmes, nous voulons leur permettre de se reconstruire et de poursuivre leur engagement autrement depuis la France. Nous voulons aussi envoyer un message d'encouragement et de solidarité à toutes celles et à tous ceux qui travaillent à préserver ou restaurer la liberté et l'état de droit dans leur pays. D'une certaine manière, leur combat nous oblige. Voilà le sens de l'action qui nous réunit ce soir. Alors je voudrais terminer, parce que j'ai utilisé des mots très forts, je voudrais terminer en exprimant notre profonde gratitude à Madame Isabelle Rome, ambassadrice pour les droits de l'homme au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Votre soutien immédiat et résolu a été déterminant pour l'aboutissement de ce projet. Et notre reconnaissance va également au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi qu'aux conseillers ici présents, pour l'accueil favorable réservé à cette initiative.
Votre accueil favorable, la signature de cette convention nous permet de poser ce soir un acte de fidélité au droit d'asile, de solidarité avec les femmes engagées et de confiance dans la capacité de notre pays et de notre société à protéger sans renoncer à ses principes. Merci pour votre attention et belle soirée à chacune et à chacun. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureuse et honorée de vous accueillir aujourd'hui aux côtés de Christian et d'Isabelle Rome pour célébrer le lancement du projet Femmes exilées engagées. Pour la Fédération de l'entraide protestante, ce projet représente à la fois une continuité et un aboutissement. Continuité car il s'inscrit dans une histoire ancienne, celle d'un engagement profondément ancré dans les racines de l'action sociale protestante, qui a toujours accordé une attention particulière à la personne exilée, à l'étranger, à celles et ceux contraints de fuir. Peut-être parce que cela résonne avec une histoire encore plus ancienne qui est la nôtre dans ce pays à une époque. Un aboutissement également car il prolonge concrètement l'élan de solidarité qui s'est exprimé face au drame en Syrie et en Irak. Il y a bientôt 10 ans, cet élan a conduit à la création des couloirs humanitaires, un dispositif d'accueil inédit que vient de présenter Christian, structuré dans le cadre d'un protocole entre la Fédération de l'entraide protestante, la Fédération protestante de France et les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Et c'est sur ce socle solide, éprouvé, que peut aujourd'hui se déployer l'accueil des femmes exilées engagées. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cet accueil possible. Bien sûr, les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, co-signataires avec nous de ce protocole, mais également, comme l'a cité Christian, la DIAL, la Direction interministérielle à l'hébergement et au logement, les fondations qui soutiennent l'initiative, les partenaires opérationnels et bien sûr les femmes engagées elles-mêmes. Si nous avons choisi de mettre particulièrement en lumière ces femmes aujourd'hui, c'est parce qu'il est essentiel que des voies légales et sûres d'accès à la protection soient pleinement inclusives, qu'elles n'oublient personne, qu'elles ne laissent personne de côté. Or, les constats sont clairs et largement documentés. Partout dans le monde, les femmes en exil font face à des obstacles spécifiques, à la fois juridiques, sociaux, économiques et sécuritaires. Elles subissent des formes de vulnérabilité accrues tout au long de leur parcours. Cela peut être la dépendance juridique ou financière à un conjoint ou à un membre de la famille. Ce sont aussi les violences sexuelles, les mariages forcés, la traite des êtres humains ou encore les multiples formes d'exploitation qui jalonnent les routes de l'exil. Et pour les femmes engagées, militantes, défenseurs des droits, actrices de la société civile, à ces risques déjà considérables s'ajoutent les menaces liées à leur engagement même. Face à cela, nous avons une responsabilité collective. Une responsabilité pour protéger, bien sûr, mais aussi une responsabilité à reconnaître, à soutenir, à faire entendre ces voix, leurs voix. Car ces femmes sont des actrices du changement, porteuses d'espoir, de courage, de dignité. Elles se situent à la croisée d'enjeux essentiels, le droit des femmes, les droits des personnes exilées et plus largement, la vitalité de nos démocraties. Dans un contexte européen et international où l'état de droit est de plus en plus fragilisé, où les libertés fondamentales sont mises à l'épreuve, et particulièrement celles des femmes, leur engagement est un rappel puissant que ce que ces valeurs signifient concrètement. Elles nous inspirent, elles nous l'obligent, Christian l'a dit. Je voudrais ici leur adresser toute mon admiration, toute notre admiration. Tamara Abolwan, Kumba Deme, Shaida Hesami, Parasto Hakim, Hura Mishrekari, vos parcours, vos combats, votre détermination nous rappelle ce que signifie s'engager, parfois au péril de votre sécurité.
Et je voudrais vous redire avec force que nous avons collectivement le devoir de vous soutenir et que nous sommes fiers et heureux de vous accueillir en France. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher Christian Krieger, Madame la Présidente de la Fédération d'entraide protestante, chère Isabelle Richard, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse et honorée d'être aujourd'hui à vos côtés à l'occasion du lancement de ce beau et nécessaire projet pour les femmes exilées engagées. Alors que les femmes et les filles sont toujours les premières cibles de la guerre, de l'autoritarisme et des crises, alors que les inégalités se creusent à mesure que les crises s'intensifient, laissant les femmes exilées faire face à des obstacles bien spécifiques. Alors qu'elles subissent de nombreuses violences depuis leur pays d'origine, durant leur parcours d'exil jusque dans leur pays d'accueil, les exposant particulièrement aux violences sexuelles, pour près de 90% d'entre elles, le trafic d'êtres humains, les difficultés d'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive ou à l'éducation, les difficultés d'intégration sociale ou professionnelle, voire d'isolement et de précarité. Alors que les chemins de l'exil sont de plus en plus obstrués dans un contexte d'accroissement des conflits, d'accélération du réchauffement climatique, marqué par la fin de certains programmes de réinstallation. Il devient plus que jamais urgent d'adopter une approche concrète, transversale, audacieuse, qui place les femmes et les filles au cœur de toutes nos réponses, qu'il s'agisse de paix, de sécurité ou d'aide humanitaire. J'ai bien aimé votre expression, Monsieur le Président, une réponse juridique, humaine et responsable. Je pense que vous avez tout dit en ces trois mots, et les réalisations telles que celles que vous portez nous permettent de mettre en œuvre des mécanismes concrets afin de garantir la sécurité et l'autonomie des femmes et des filles réfugiées, un objectif fixé par le Pacte mondial des réfugiés, sur les réfugiés de 2018. Vous le savez, la France porte avec force, détermination et clarté son engagement à cet égard. Elle est devenue premier pays de réinstallation d'Europe avec 3000 réinstallations en 2025, dont 450 femmes afghanes bénéficiaires du programme Femmes en danger. Fidèle aux objectifs portés dans le cadre de sa diplomatie féministe, la France a lancé l'initiative multi-acteurs avec elle pour la protection et l'inclusion des femmes réfugiées durant leur parcours d'exil, et dans laquelle le projet collectif Femmes exilées engagées, porté par Synergie Migration, la Fédération de l'entraide protestante et la Ruche, s'inscrit pleinement. Je tiens vraiment de tout cœur à saluer l'ensemble des acteurs, des opérateurs, des entreprises, des organisations qui ont rejoint ce projet. Et nous oublions parfois aussi l'apport des entreprises dans toute cette action. Ce n'est pas évident, je le sais, pour les entreprises de s'engager parfois sur ces sujets qui ne sont pas forcément des plus populaires. C'est un choix humain, c'est un choix audacieux, et je tiens vraiment aussi à les féliciter, et votre engagement à vous toutes ici, à vous toutes et tous ici, est exemplaire. En lançant sa stratégie internationale pour une diplomatie féministe 2025-2030, la France porte également une vision ferme d'un monde où les droits des femmes ne sont ni accessoires ni conditionnels, mais considérés comme indissociables d'un ordre international juste, stable et durable. Cet engagement s'articule autour de trois priorités. La première est de garantir la participation pleine et entière des femmes à chaque étape des processus de paix, en valorisant leur rôle d'actrice de la stabilité. Il ne suffit plus de dire que les femmes doivent être artisanes de la paix, il faut leur en donner le moyen. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, seuls 5% des médiateurs et 8% des négociateurs dans les processus de paix sont des femmes, et pourtant leur participation augmente de 35% les chances d'aboutir à une paix durable. À ce titre, la France vient de publier son 4e plan national d'action pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, dans le cadre duquel nous continuons de nous fixer des objectifs ambitieux et pragmatiques. La deuxième, qui demeure une priorité absolue, est de
combattre les violences sexuelles et fondées sur le genre dans les conflits. J'y suis, par mon parcours d'ancienne magistrate, aussi particulièrement attachée. La France soutient le Fonds mondial pour les survivants de violences sexuelles liées au conflit, lancé lors de sa présidence du G7 en 2019 et cofondé par Nadia Mourad et Denis Mukwege, tous deux prix Nobel de la paix 2018. Et nous soutenons également le travail de la représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits et son équipe d'experts. La France a notamment soutenu le lancement récent d'un réseau international de procureurs spécialisés justement sur ces violences sexuelles commises pendant les conflits. Face à toutes ces vulnérabilités que subissent les femmes déplacées, la France renforce également son action humanitaire. En partenariat avec le HCR et l'OIM, nous agissons pour protéger les femmes contre les violences sexuelles, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains. Et puis, la France soutient également la Cour pénale internationale, dont elle est le 3e donateur pour lutter contre l'impunité. Je pense que nous ne pouvons pas parler de dignité des femmes tant qu'il y aura autant d'impunité des crimes sexuels qui sont commis à leur égard. Donc, la dignité des femmes passe vraiment par cette lutte contre l'impunité. La troisième priorité, c'est d'intégrer systématiquement la prévention et la sensibilisation dans toutes les opérations, y compris celles de maintien de la paix. Enfin, la France a fait du soutien aux libertés et à ses défenseurs l'un des actes structurants de sa politique étrangère. L'initiative Marianne, créée à l'initiative du président de la République il y a 5 ans déjà et que j'ai l'honneur de coordonner, est la pierre angulaire de ce soutien de la France aux défenseurs des droits. Son volet national a permis d'accueillir déjà 71 lauréats, dont de très nombreuses lauréates issues de 47 pays. Et d'ailleurs, je reconnais une des lauréates dans la salle, c'est Patricia. Ce projet Femmes exilées engagées poursuit cette mobilisation pour la protection et le renforcement de capacités des défenseurs et défenseuses des droits partout dans le monde. Mesdames et messieurs, malgré les vents que l'on peut qualifier, je pense, de mauvais, qui soufflent dans de nombreuses parties du monde, il nous faut garder le cap du droit, de la défense de l'état de droit. Vous l'avez tous deux mentionné. À cet égard, la défense des droits humains doit rester notre boussole. Parfois, nous entendons dire que les droits humains seraient une abstraction et qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire ou que c'est une notion qui serait dépassée. Je pense qu'au contraire, dans ce monde complètement instable, où l'architecture juridique internationale vacille, je ne dis pas qu'elle soit vraiment en danger, mais en tout cas elle vacille, eh bien au moins il y a un socle qui demeure, c'est celui des droits fondamentaux, des droits humains et de l'universalité de ces droits. Je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été ratifiée par 193 pays, donc elle est complètement universelle. Et ce qui rend ces droits universels, c'est aussi qu'ils sont dus à chaque être humain du seul fait qu'il est humain. Chaque génération reçoit en héritage un édifice qu'elle n'a pas construit seule, mais qu'elle a le pouvoir d'affaiblir ou de consolider. Notre responsabilité collective est de veiller à ce que les reculs conjoncturels ne deviennent pas des renoncements structurels. Venir en appui aux femmes exilées engagées est de ce point de vue vital. Tant que les droits d'un seul être humain seront bafoués, tant que cet être sera privé de liberté, aucun de nous ne sera vraiment libre. Alors soutenons sans relâche tous les défenseurs, toutes les défenseuses de la liberté. Je vous remercie. Merci d'avoir rappelé toutes les deux avec autant d'acuité toutes les raisons d'être de ce projet pour les femmes exilées engagées que nous sommes très heureux de vous présenter à plusieurs voix avec Synergie Migration, que je suis très heureuse de représenter aujourd'hui, mais aussi avec la FEP, avec la Ruche, avec AGE et surtout, je tiens à le dire,
avec des femmes extraordinaires qui sont au cœur de cette aventure et que je tiens vivement à remercier parce qu'elles nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Elles vont venir à ce pupitre, elles sont dans la salle, elles sont parmi nous et je tenais à leur redire toute notre gratitude et notre joie à construire et faire avancer cette très belle initiative avec elles. Alors quelques mots simplement pour pas trop monopoliser, mais replacer en fait le lancement de ce projet pour les femmes exilées engagées, qui s'inscrit en fait dans une initiative beaucoup plus vaste que nous avons toutes et tous intégrées en fait dans nos organisations et dont il est important de retracer en fait l'ambition collective, mais aussi l'architecture très singulière. Ce projet, il est animé par Synergie Migration et c'est surtout en fait une initiative expérimentale, très collective et qui repose sur une approche participative. En fait, c'est une initiative complètement co-construite avec les fondations, avec les associations, avec des experts, avec des expertes, avec des femmes exilées engagées qu'on tenait aussi beaucoup à remercier parce qu'elles ont énormément participé. On travaille notamment avec une chercheuse, Maëlys Kessi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais dont je tenais à la saluer, mais aussi avec plusieurs activistes journalistes du réseau de Hage qui ont été largement consultés. Donc ce qu'on a souhaité en fait construire et fabriquer, c'est une fabrique à plusieurs, c'est une réponse sur mesure, ajustée aux besoins spécifiques des femmes exilées engagées pour tout d'abord les protéger, c'est le plus important, les protéger par des voies légales et sûres, pour ensuite renforcer leurs initiatives engagées en France, et enfin, pour changer avec elles le regard et les discours qui les entourent, et c'est ce que nous faisons déjà aujourd'hui tout ensemble. Alors, ces engagements, ils s'inscrivent, comme l'a rappelé Isabelle Rome, dans le cadre de l'initiative avec elle, qui est portée par la France, et c'est d'ailleurs avec beaucoup de fierté que nous avons proposé à 3 voix, le 17 novembre dernier, à vos côtés, au Quai d'Orsay et avec le HCR, 3 engagements qu'on a formulés. Accueillir et protéger 30 femmes exilées défenseuses des droits en danger depuis Liban, donc l'engagement de la FEP, soutenir 50 femmes exilées dans leurs initiatives à impact social et solidaire en France, c'est l'engagement de la ruche, et visibiliser les parcours, les expertises, finalement les contributions plurielles donc de ces femmes actrices de changement, et promouvoir avec elles un discours positif. Donc c'est un projet innovant parce que finalement il est très couvrant, c'est un projet ambitieux parce qu'il nous porte dans le temps, c'est un projet sur 3 ans, et enfin c'est un projet audacieux. On a parlé d'audace, c'est vrai qu'il en faut aussi pour travailler avec une constellation d'actrices et d'acteurs, et tout d'abord je tiens à les remercier, une alliance, c'est une alliance de fondations, la Fondation Chanel, le Fonds L'Oréal pour les femmes, la Fondation BNP Paribas, la Fondation Raja et la Fondation Generali et THSN France, parce que sans elles, ce projet ne serait pas né. Mais c'est aussi un consortium d'actrices et d'acteurs, aux côtés de la FEP, de la Ruche, de THSN France et Synergie Migration. Il y a aussi Aide Humanitaire et Journalisme, il y a le Centre d'Action Sociale Protestant, le CASP, il y a IRAP, International Refugee Assistance Project Europe, et aussi UNIR. Donc c'est vraiment, on pense, grâce à cette convergence de soutien, ce croisement, qu'on espère être mieux équipés finalement pour répondre à ces enjeux croisés, et puis aussi apprendre en fait, apprendre ensemble, valoriser et pérenniser. Donc voilà, depuis 2025, on est vraiment passé d'une phase de structuration à une phase plus opérationnelle qu'on va vous faire donc découvrir cet après-midi avec différentes interventions. Et ce que nous espérons avec ce projet, avec ces engagements qui sont les nôtres, c'est finalement qu'ils soient à la hauteur des leurs, qui soit à la hauteur de ce que ces femmes portent, parce qu'elles portent des trésors. Vous allez le voir, vous allez l'entendre, elles soutiennent des causes aussi essentielles que l'accès à la justice, à l'égalité et à l'inclusion, et toutes à leur manière, elles agissent en faveur du plus grand nombre. Donc un grand merci à elles, et puis je vais laisser tout de suite donc, la parole à Guilhem Mante, délégué au pôle accueil des exilés de la FEP, pour nous présenter la première pierre, la première composante de ce projet, protéger et accueillir les femmes défenseuses des droits. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le premier volet de ce projet consacré aux voies légales et sûres. Donc si vous avez suivi l'intervention de Lucie, c'est le premier des 3. Et ce programme porte une ambition claire. Accompagner du Liban jusqu'en France 30 femmes exilées engagées sur une période de 3 ans.
Au Liban, ce dispositif s'inscrit dans une expérience déjà solide, portée par la Fédération de l'entraide protestante et nourrie par plusieurs années de coopération dans le cadre des couloirs humanitaires. Nous travaillons en lien étroit avec des organisations locales et internationales, dont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui identifient et orientent vers des personnes, vers l'équipe de la FEP, des personnes ayant un besoin crucial de protection. Dans un contexte où de nombreuses personnes réfugiées vivent dans une grande précarité, souvent sans perspective, ces voies légales représentent une alternative vitale. Elles permettent à des personnes particulièrement exposées de rejoindre la France en toute sécurité sans avoir à emprunter les routes dangereuses de l'exil. Nous le savons, les besoins sont immenses, en particulier pour les femmes. Dans de nombreuses régions du monde, en Afghanistan, en Iran et ailleurs, elles font face à des situations d'une extrême violence. Aussi, si ce dispositif est aujourd'hui centré sur le Liban, nous souhaitons, fort de cette expérience sur 3 ans, porter à terme son extension vers d'autres territoires. En France, cet accueil repose sur un engagement collectif remarquable. Il mobilise à la fois les organisations membres de la FEP, et plus particulièrement le CASP, le Centre d'action sociale protestant, impliqué dans l'accompagnement administratif et social des personnes, mais aussi un réseau de citoyennes et de citoyens engagés sur l'ensemble du territoire. Ces collectifs offrent un hébergement autonome, un soutien concret et surtout une présence humaine essentielle au quotidien. Je tiens ici à saluer chaleureusement l'ensemble des bénévoles engagés à nos côtés depuis 2017, dont certains sont présents aujourd'hui. Grâce à leur mobilisation, près de 500 personnes ont déjà pu trouver refuge en France via les couloirs humanitaires. Cet accueil est déterminant. Il favorise l'inclusion des personnes accueillies, bien sûr, mais il transforme aussi nos territoires, en faisant évoluer les regards et en renforçant le lien social. Au fil des années, nous observons une dynamique très forte. Les personnes accueillies deviennent à leur tour actrices de cet engagement. Certaines accompagnent aujourd'hui de nouvelles familles réfugiées et toutes, à leur manière, participent à la vie associative, professionnelle et citoyenne des territoires qui les accueillent. Ainsi, en permettant d'éviter les routes dangereuses de l'exil et en associant étroitement la société civile, les professionnels et les pouvoirs publics, ce projet esquisse une autre manière de penser l'accueil, plus humaine, plus efficace et profondément ancrée dans les territoires. Je souhaite également souligner un point essentiel, mentionné par Lucie, ce projet doit énormément aux femmes exilées elles-mêmes. Leurs paroles, leur expérience et leurs conseils ont été extrêmement précieux. Ils nous ont permis d'adapter ce dispositif à leur réalité, à leurs besoins spécifiques et à leurs aspirations. Et je souhaite remercier tout particulièrement Parasto Hakim, Yasmine Al-Saleh et Nihaz Abdullah, qui sont présentes aujourd'hui, pour leur contribution déterminante. Grâce à leur retour, nous avons pu intégrer des dimensions essentielles dans le cadre de ce projet. D'abord, la nécessité de soutenir ces femmes dans la poursuite de leur engagement. Elles nous l'ont dit très clairement. La plupart d'entre elles souhaitent continuer à s'engager et cela suppose un accompagnement adapté. C'est tout l'enjeu du partenariat avec la Ruche qui vous sera présenté dans quelques instants. Ensuite, la prise en compte de la détresse psychologique, non seulement liée au parcours des îles, mais aussi aux conséquences de leur engagement. Je pense notamment au témoignage très fort de Parasto, qui évoquait la double épreuve que représente, d'une part, le fait de laisser des proches dans des situations difficiles, et d'autre part, l'inquiétude de les voir exposés en raison de son propre engagement. Pour le temps qu'elles nous ont consacré, et pour la richesse de leur contribution, nous leur sommes profondément reconnaissants. C'est donc tout naturellement que pour illustrer concrètement ce que ce projet rend possible, je vous propose maintenant d'entendre la première personne accueillie en France dans le cadre du programme Femmes exilées engagées, Tamara Abalouane. Chère Tamara. Thank you so much for welcoming me. It's an honor to be with you. And I already feel like home, so thank you so much. I'm sorry I still don't speak French, so I just arrived in 2 months. I dedicate the song for all the peaceful martyrs and Angel Tala Shufi, who wrote the song
as a prayer for peace after the sectarian attacks on Alawites. Later, she was martyred by the latest attack on Sueda, carried by the government. Tala's message is dedicated to all human beings everywhere. Her message was to stand with every oppressed person, wherever they are. It's not limited to any specific country, community, or sect, but to the core of humanity itself. I dedicate this to the soul of Uncle Riyad Dwyer, my honorable teacher, a poet, a journalist, and a peacemaker, a former detainee of the Assad regime. 86 years old, he was brutally murdered on the recent sectarian attacks on my people while on his way to donate blood. May love and peace guide us all home.
Juste très rapidement, merci beaucoup et je vais redonner immédiatement la parole à Tamara Abolawan, mais juste dire que vous l'avez compris, Tamara est une artiste, est une activiste. Tu déploies déjà de premiers projets à Marseille, très engagés, et en Syrie et au Liban. Tu as mené de très nombreuses initiatives culturelles et humanitaires en tant que peintre, en tant que graffeuse, en tant que chanteuse, en tant que DJ, en tant que scénographe, directrice artistique et art thérapeute auprès d'enfants et de personnes en exil. Tamara, we are honored to have you today. We are so happy. Thank you so much for being here, and thank you for this really moving song that you dedicated to minorities. And now you're going to share a few words to you about your commitments. Thank you so much. Here's the floor to you. Thank you so much again for hearing the song and taking the time to listen to this. I'm a multidisciplinary artist because I believe art transcends beyond words. I stand before you today as a humanitarian, a daughter of a mother who fought with law and dignity, and a father who was an engineer, a writer, and a soldier of truth. He dedicated his life to serving people with honor and courage. I was forced to leave my beloved family, veiled and afraid of being killed or taken captive. My family remains besieged, under threat from current authorities. I crossed a dangerous route. I survived harassment and near death. In Damascus, we were threatened by authorities and individuals listed on terrorist registers. I am Druze. We grow up with a simple message: seek justice, defend the oppressed, protect freedom, and make the world more harmonious. Culture is our weapon. And like Victor Hugo, we believe that human dignity comes before everything, before the state, before religion, before any authority. I never believed in anything that separated me from another human being. We grew up among churches and mosques, respecting the Torah, the Gospel, the Quran, Buddhism, Hinduism, Gnosticism, Neoplatonism, embracing the beauty of every culture and philosophy on earth. Today, I carry the message of my ancestors, a message of peace. Let it be the voice of all indigenous communities in Syria and in the world facing discrimination, arbitrary killing, sectarian violence, driven by extremist ideologies held by people in power. We warn the world about the rise of hate speech and extremism in schools and in universities. We warn that what is happening in Sweden, on the coast, to the indigenous communities is an attempt to hide documented war crimes and acts of genocide committed by an illegitimate authority. Sweden is facing severe humanitarian and security crisis. More than 100,700 people have been killed, while local sources say the real number may exceed 4,000. Until now, investigations into those crimes remain insufficient due to the pressure exerted by the government and the terrorist elements spread across Syria. There are continuous attacks, mass displacement, collapse of water, electricity, food systems. The health sector is destroyed. Arbitrary arrest, torture, and enforced disappearance, even of minors, have become systematic. Education is under assault. Authorities falsify death certificates, hide mass graves, and force families to register killings as natural death. Among the victims is Dr. Firas Aboltaif, a French citizen. Then there is the violence against women. Women and girls are subjected to sexual violence used as a weapon of war. Propaganda denies and justifies these crimes. One of the latest victims is Batul Aloush, a 20-year-old kidnapped from her university. Let's remind the world the dignity of a nation is measured by the dignity of its women. There can be no peace, no reconstruction without freedom and justice. As a daughter of the Druze, and on behalf of my people, I urge the international community to act. I call on governments, institutions, and human rights bodies to protect civilians, take immediate measures to stop sectarian attacks, support Sweden's right to
determination, recognize the right of communities to govern themselves in safety and in dignity, guarantee the protection of Christians, Kurds, Yazidis, Alawites, and Druze before more lives are lost, protect women and girls, enforce international mechanisms against gender-based and sexual violence, reveal the fate of the missing, demand transparency, open investigations, and enforce disappearance. These are obligations under international law. I call on humanitarian actors with urgency to provide food, medicine, electricity, water, open safe humanitarian corridors with international monitoring to stop kidnapping and to protect families. Just yesterday, an entire family was abducted, including an 8-month-old baby. Sweda and the coastal areas must have internationally protected corridors to stop the existential threat facing civilians. I finally call on the international community to help us investigate war crimes and genocide, ensure evidence is preserved and perpetrators are held accountable, protect indigenous people from arousal and targeted violence, combat extremist ideologies, support counterterrorism institutions, and stop child recruitment. We are all interconnected. We must protect each other. It's our obligation as human beings to speak for those who cannot speak for themselves. Everything that happens in the world impacts all of us, sooner or later. Long life art, long life freedom, long life justice. Bonjour à toutes et à tous. Thank you so much, Tamara, for your song and your words. Une chanson qui nous donne de l'espoir et des mots qui nous rappellent l'urgence d'agir. Thank you so much. Donc la Ruche, c'est un réseau national qui forme et qui accompagne toutes celles et ceux qui lancent, qui entreprennent et qui développent des projets, des initiatives engagées. Parmi notre antenne de programmes, nous en avons 3 qui sont dédiés aux personnes réfugiées. On en a accompagné environ 300 depuis 2019 dans leur insertion socio-professionnelle. Ce volet 2 de ce programme, alors nous on l'appelle le programme FEE, on trouve qu'il porte bien ce nom, des femmes exilées, engagées, est un véritable parcours d'incubation, co-construit, on a insisté, c'est un véritable programme collectif pour permettre aux femmes exilées qui portent des projets engagés à vocation sociale, solidaire, et d'avoir la confiance, les outils, le réseau nécessaire pour lancer et développer leurs projets ici en France. Ce parcours d'accompagnement, c'est vraiment une initiative collective aux côtés de UNIR, de l'association Aide humanitaire journaliste, Shaïda le présentera juste ensuite, et la Ruche, et puis d'autres partenaires qui viennent apporter des briques supplémentaires. La Ruche vient apporter vraiment tout l'aspect création d'activités, création d'une association, réseau de financeurs. UNIR arrive avec un programme de mentorat dédié aux femmes et un renforcement pour des cours de français. Et AGE, tout son réseau et son expertise sur les sujets de communication et de plaidoyer. Et bien sûr, avec le soutien précieux de Synergie Migration qui nous aide à nous mettre en musique. Donc notre ambition, nous avons lancé déjà un programme pilote avec 5 fées en octobre. Donc il y en a 3 qui sont ici présentes. Il y a Patricia qui est présente dans la salle, donc n'hésitez pas à aller lui parler ensuite. Kumba, que vous allez voir ici sur scène juste après, et Parasto, que vous allez aussi entendre. Et notre ambition, c'est d'accompagner jusqu'à 50 femmes d'ici fin 2028 pour les aider à développer leur initiative et faire entendre leur voix. Et c'est un engagement que nous avons pris, Lucie l'a rappelé, devant l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Donc nous visons avec ce programme de participer à l'empowerment des femmes, d'améliorer leur confiance en elles, leur sentiment d'intégration, qu'elles puissent développer des compétences fortes en communication et bien sûr qu'elles puissent s'épanouir professionnellement dans leurs projets et qu'on puisse avoir des impacts positifs, concrets. Et il y a un impact indirect, c'est toute l'inspiration qu'elles nous apportent et toute la force qu'elles nous donnent pour mener ces combats. Vous l'avez compris, ce volet 2 de ce dispositif, ça vient vraiment apporter un axe fort pour des femmes qui sont déjà en France et qui ont besoin de soutien, le nôtre
et le vôtre aussi pour développer leurs projets et leurs engagements. Merci aux fondations qui ont soutenu le lancement du projet pilote. Je pense à la fondation BNP Paribas et à la fondation The Human Safety Net. Et merci aux fondations qui ne vont pas tarder à nous rejoindre, puisque nous avons besoin de vous et nous avons besoin de moyens pour accomplir notre mission. Merci à tous. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Koumbadem. Je suis née au Sénégal, dans une grande famille. Et je suis la seule personne à vivre avec un handicap moteur. À l'âge de 3 ans, j'ai été atteinte par la poliomyélite. Ce handicap a profondément bouleversé ma vie. Il m'a empêché de poursuivre mes études comme je le souhaitais et de réaliser beaucoup de rêves. Très tôt, j'ai connu la discrimination, la marginalisation, le manque de soutien et l'absence de repères. Malgré toutes ces difficultés, j'ai dû faire face à une autre épreuve encore plus douloureuse, un mariage forcé, conséquence de viol. De cette situation est née ma fille. Mais lorsque j'ai appris qu'on voulait aussi lui faire subir l'excision, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, fuir pour sauver ma fille et me sauver moi-même. J'ai trouvé refuge chez une amie, mais après cette fuite, ma vie est devenue encore plus dangereuse. J'avais peur, j'étais traumatisée et stressée et je vivais dans une profonde souffrance. Un jour, j'ai décidé de joindre un groupe de danse. Au départ, c'était simplement pour essayer de libérer mes douleurs et mes angoisses, mais la danse est devenue bien plus que cela. Elle est devenue ma voix, mon moyen d'expression, ma force et ma liberté. Grâce à la danse, j'ai pu rencontrer mon histoire, transformer ma souffrance en courage et retrouver confiance en moi. C'est grâce à la danse que j'ai réussi à sortir de l'obscurité et de la peur. Elle m'a permis de voyager en Italie, en Allemagne, en Suède et en France. Je suis arrivée en France en juillet 2021. Après mon parcours difficile, j'ai obtenu la protection de la France, ce qui m'a permis de retrouver un peu de sécurité et d'espoir pour reconstruire ma vie et celle de ma fille. Aujourd'hui, je suis devant vous pour partager un message simple mais important. Peu importe les épreuves de la vie nous imposent, il faut croire en soi, même lorsque tout semble impossible. Il faut trouver la force de se relever, de tracer son propre chemin et d'avancer avec confiance et dignité. Mesdames et messieurs, ne laissez jamais les autres décider de votre valeur ou de votre avenir. Chaque être humain mérite le respect, la liberté et la possibilité de vivre ses rêves. Merci de m'avoir écouté.
abanam debo debo yo jabre sede abanam debo tino tino adeugalma mo munyani kurki danyata jengeyo abanam debo debo tini deugalma abanam debo mo munyani kurki danyata jengeyo abanam debo Good afternoon, ladies and gentlemen. Je peux parler français, mais I feel a little bit comfortable to speak in English. I hope that's not a big issue. So, my name is Paraso Hakim, and I come from Afghanistan. For the past 5 years, I have been managing Secret School, small organization in Afghanistan. Today, we support more than 1,800 students through 35 secret schools, 10 skill-building centers, and we also provide literacy programs for women who were denied education in 1996 during the Taliban's first duration of regime. Right now, our responsibility, unfortunately, is not like 2021. In 2021, we only had schools banned, but now we have to also provide women and girls with something so that they do not be forced for marriages, do not have right to come to the secret schools, and also we have to give them skills that allow them to earn income, because financial independence can protect them from the faced and early marriages and also the violence. It gives them the chance to continue their education and still come to our secret schools, and also to dream and to survive with dignity. After they graduate, it does not end there. Every girl in our organization that they graduate from our secret school, we give them job opportunity to become teachers themselves with us, so that they can go back to their communities and help those who are in need in their own communities. Because this way, education does not stop with one girl. It spreads from one to another in the community, in the city, and then in the country. Today, it is truly a big privilege for me to be here and speak to you. In fact, these past 3 years of living in France have been really and truly a privilege for me. Most importantly, this privilege starts from being able to not ask and fight for my basic rights. And also, to be a part of this program, it is also a big honor and a big privilege for me to be among the champions like Kumba and Tamara and so many other girls that I have met during this program. We share many things. Many things are very mutual in our stories. From forced marriages, facing discrimination, to share platform to bring changes in the communities that we think deserve it. It is also a privilege to live free from violence and extremism, to be able
to continue education, to have basic human rights as a refugee, to find the courage to say no to FGM, no to forced marriages by anyone in the family, and it is truly a privilege and honor not to fear public punishment in the sports stadiums in like 1996 in Afghanistan, abuse or even stoning of women, just for demanding their basic rights. It's a privilege to not continue the fate they have chosen for us, that it started for us when we were only 6 years old in our countries. And this is not only in Afghanistan. It started from combat in Africa to in Syria to Tamara and so many other girls just at the age of 6 in every corner of the world if you just listen to them. I could not be more honored. On this program, I not only found inspiration, I found something that connected all of us. Although our stories were different, our countries were different, our mission, our sweat, and our tears revealed the same truth. We knew what was happening to us was wrong, and we chosen to stand up against it. Since we were children, some of us as young as age of 6 were told that we are different. This difference that you see today with this amazing woman like the voice of Tamara, the dance of Komba, imagine how much beautiful their countries would be with these arts and artists. But imagine also, if they do not have a place in their countries today, how dark their countries might be. For us, this difference, it was supposed to make us beautiful, to become a part of this community and have diversity. But this was the very thing that they used to divide us, to tell us we do not deserve freedom. But here, I realized something powerful in this platform and in this program. Despite our differences, we were all the same. We were just human beings deserving of love, dignity, and safety. And also, we are not victims, because we stand there. We are survivors, and for me, these girls are champions. But again, here we are, after many years, trying to bring changes, despite all the efforts that they try to put us in darkness. Along the way, we face threats, violence, fear, and isolation. Some of us has been attacked by guns. Some protested in the streets despite disabilities and discrimination. Some escaped forced marriages, and some left their loved ones in the middle of the night and left their country. Some survived systems designed to silence us before we even had a voice. Yet here we are, because we were born with a mission. That's what we believe. And even after leaving our countries, that mission never left us. It was always in us. We carry it every single day because we refuse to let another generation experience what we and our mothers experienced. We want to change their future. And if you may ask why, ladies and gentlemen, allow me to take you for a moment into the life of an Afghan girl and a young Afghan boy in Afghanistan today. Imagine waking up every morning knowing that your dream are considered dangerous, knowing that your education can be taken away overnight just because of your gender, knowing that simply by being born as a girl can determine whether you are allowed to have a future or not. In those moments, all these girls or boys are searching for is a hope to continue living and not think of suicide. And we are obliged to give them that hope through secret schools, through training programs, through skill building centers, through job opportunities we create, through art, singing, and dancing, by speaking up, creating associations, raising awareness, and sharing our stories. Even though this work is not easy and done by one person or one association, because with the mission we have been given through the unfortunate circumstances in our country, many of us have spent our lives running for that, to keep it alive. And being on the path to give them that hope
But this harsh situation, choosing or being forced to leave our country, being on the line of refugees, starting from nothing again, and we have always felt that we were lost. But there were always people who took our hands, stood by us. In some cases, they ran with us even without knowing who we are. And I would like to thank them. This program has become a part of that voice for girls who were silenced at the age of 6. By supporting us today, you are helping us, giving those girls something far greater than education. You are giving us the support to give them that hope to not think about suicide. You are giving us, oh, I got it, yes. I have to stick to the line for the translation, so I have to read from there, but they're actually the words that I wrote, yeah. So, and we promise that we will give them a life where they are not defined by their gender or their disabilities. A life that they are not called victims anymore. A life that they create for themselves and run by themselves. A life where they can stand for themselves, continue their education, avoid forced marriages in a very young age just because they are not allowed to go to school, and one day change the life of others inside their community, their country, and anywhere in any corner of the world for any girl. Together, you are helping us break the chains of discrimination, gender apartheid, fear, and silence, and give hope to those who need it the most by supporting the little missions that we have to survive and help others. And that is where change begins. Thank you for being part of it. Merci beaucoup, Parasto. Je repasse au français. Elles nous coupent tout le souffle avec leur parcours, leurs engagements, leur courage. Il en faut beaucoup, du courage, pour se dresser contre des régimes et des sociétés qui tentent de vous enfermer, de vous oppresser. Il en faut encore plus pour continuer à défendre et porter ses causes quand on est soi-même affecté, quand on est pris pour cible, quand on est mis en danger et quand on est sur le chemin de l'exil. Donc bravo, nous pouvons, je pense, encore une fois, toutes les applaudir. Je pense que toutes ces femmes le méritent. Merci. Elles ont toutes, je crois, cette capacité à aider, à défendre sans relâche, malgré les obstacles, et dès la première heure, dès les premiers pas aussi, depuis la France. Donc merci beaucoup. Et en parlant de grandes voix qui incarnent cet engagement, qui sont des changements importants, je tiens donc à laisser la parole maintenant à Shaïda et Sami. Shaïda, viens nous rejoindre. Tu nous fais l'honneur aussi de ta présence. Tu es aussi une autre voix très engagée parmi les autres, une faiseuse de paix. Tu as créé Aide humanitaire et journalisme en 2016. Tu es partie de la Voix des familles yézidis. Et tu as poursuivi le prolongement jusqu'aux Voix des femmes sans frontières. Donc merci beaucoup à toi. C'était un prolongement naturel pour Age de pouvoir participer à ce projet. Depuis le début de cette soirée, de cette rencontre, nous entendons des voix venues de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique et des autres pays qui racontent une même réalité. Dans les contextes de guerre, de répression et de déplacement forcé, les femmes engagées deviennent souvent parmi les premières cibles, mais aussi parmi les dernières à continuer à informer, à créer, documenter et maintenir des espaces de dialogue. Je vous parle aujourd'hui en nom de l'initiative Voix des femmes sans frontières pour la paix, une initiative portée par l'association Aide humanitaire et journalisme depuis 2021, un réseau transnational au nom de Voix de femmes sans un réseau transnational de près de 400 femmes, journalistes, activistes, artistes, chercheuses, défenseuses des droits humains, connectées entre le Moyen-Orient, l'Europe et plusieurs pays et des zones de guerre. À travers nos antennes et nos collaborations dans la région, nous observons chaque jour une dégradation profonde
des espaces civiques et démocratiques. Les conflits actuels ne sont plus uniquement militaires. Ils sont aussi informationnels, idéologiques, religieux et psychologiques. Et dans ce contexte, les femmes engagées deviennent particulièrement exposées. Et ce que nous entendons aujourd'hui à travers le parcours de Tamara, sa performance, de Parasto et aussi de combat, n'est pas une succession de situations isolées. Ce sont les manifestations d'une même dynamique régionale et mondiale. Les attaques contre les journalistes, les activistes, les artistes et les défenseurs des droits humains se multiplient, tandis que les sociétés civiles se fragilisent sur les effets de guerre, de radicalisation et de polarisation. Et pourtant, malgré les menaces, malgré l'exil, ces femmes continuent à agir. Elles continuent à transmettre, à informer, à créer, à défendre les droits humains. Et c'est précisément pour cela que ce programme de soutien aux femmes engagées en exil est important. Parce qu'il reconnaît que les femmes engagées en exil ne doivent pas être considérées uniquement sous l'angle de la vulnérabilité. Elles sont aussi des actrices politiques, démocratiques et culturelles essentielles. Et à travers de notre association Aide humanitaire et journalisme, nous avons eu la chance de contribuer à la consultation et à la construction de ce projet de fait comme un ange. Et aujourd'hui, je trouve Tamara comme un ange, qui est habillée même un ange. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureuses d'accompagner plusieurs lauréates à travers de nos formations destinées à renforcer leur capacité à développer leurs projets et leurs initiatives. Car l'enjeu n'est pas uniquement d'accueillir ou protéger. L'enjeu est aussi de permettre à la continuité de leur engagement, de préserver leur voix, leur expertise et leur capacité d'action. Et ce programme permet justement de créer des ponts entre des contextes et l'Europe, de construire des solidarités et des coopérations durables entre des femmes qui, malgré des réalités différentes, partagent des combats profondément liés. Et cela, aucune organisation ne peut le faire seule. Ces dernières années, nous avons vu combien la coopération est essentielle pour protéger ces voix menacées. Et récemment encore, grâce à une mobilisation collective entre la France, Madame l'ambassadrice chère Isabelle, le consul général, Reporters sans frontières, la Maison des journalistes à Paris et notre réseau Voix de Femmes sans frontières, une femme journaliste kurde iranienne menacée a pu être mise en sécurité et accueillie ici en France. Elle faisait partie des premières femmes à retirer son voile sur la tombe de Gina Mahsa Amini. Elle vient de Sarkaz, de la ville de Gina Mahsa Amini. Elle a participé au premier mouvement de soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Elle a été emprisonnée, torturée et menacée. Et pourtant, elle a choisi l'exil non pas pour disparaître, mais pour continuer à témoigner, à poursuivre son engagement à travers le journalisme. Parce qu'aujourd'hui, protéger une femme engagée, ce n'est pas uniquement protéger une personne, c'est protéger une voix, une mémoire, une capacité d'informer et de résister. C'est protéger d'une société. Et ce soir, cette rencontre se clôturera avec la voix de Hura Mirshekari, venue de Sistan-Baloutchistan en Iran. Elle est où, Hura? Depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, slogan né dans le mouvement féministe kurde, est venu un symbole mondial de résistance. La voix des femmes iraniennes ont traversé les frontières et sont devenues un langage universel de dignité et de liberté. La voix de Hura nous rappelle que l'art, la culture et les voix des femmes restent parfois parmi les derniers espaces capables de préserver la mémoire, la vérité, de l'espoir face à la violence et aux tentatives d'effacement, comme elle a bien mentionné Parasto. Et dans une région profondément fragilisée par des conflits sans repères stables. Je vous dis sans repères stables. Nous ne pouvons plus analyser la situation aujourd'hui dans la région et nous ne savons pas ce qui se passe demain dans ces pays, au Liban, en Iran, en Syrie, en Afghanistan, au Yémen, en Irak et partout.
Et dans cette conflit sans repère, ces voix sont essentielles. Parce que les fractures que nous observons aujourd'hui au Moyen-Orient, violence informationnelle, radicalisation, attaques contre les journalistes et polarisation des sociétés ont aussi des répercussions directes ici, en France, en Europe, il faut le dire. Soutenir ces voix, protéger ces réseaux et renforcer ces coopérations n'est pas donc uniquement un enjeu humanitaire. Ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas symbolique. C'est un enjeu démocratique. C'est stratégique. C'est un enjeu de stabilité. C'est un enjeu de la paix et des stabilisations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Shaïda, pour tes mots qui résonnent très fort en cette 20e journée. J'en rajouterai pas plus, je pense que tout a été dit. Nous allons, pour clôturer donc, cet événement, faire dans un petit mouvement, comme vous le voyez, de logistique derrière moi, accueillir et écouter cette voix lumineuse, cette autre voix puissante, celle de Houra Mirshekari, qui est une artiste pluridisciplinaire, qui est originaire du Sistan-Baloutchistan, c'est une province d'Iran, le Sistan-Baloutchistan, où pratiquer le chant, et en plus quand on est une femme, c'est vraiment la transgression totale, n'est-ce pas, Houra? Et en plus, quand on le fait dans son dialecte maternel, qui est le sistani, un dialecte persan, rare et menacé. Donc Houra, merci à toi. Tu es une artiste complète. Je tiens à préciser aussi que tu te produis musicalement, mais tu es aussi une artiste plasticienne. Tu exposes aux États-Unis, tu exposes en France. La France que tu as rejoint en 2016. Donc un grand merci à toi. Tu vas nous chanter ce soir, je crois, 3 chants dans ta langue maternelle, le sistani. Tu nous proposes cette version au piano-voix. C'est 3 morceaux de ton répertoire. Donc merci beaucoup. Tu es accompagné, et merci pour l'installation, par le pianiste qui arrive à point nommé, François Chatal. Merci à vous. خیمه
Merci beaucoup, Oura. Oui, une dernière chanson. C'est parti. Quand même. Reprends ton souffle. J'ai envie de donner quand même espoir. دل میں پور کن لای پنه اطلسی گو منگولیو ولی که بتنب ساز آخر شکم کم او شکم کم بو نکردم زلف دور و دراز نخه غم زده ده میکشونم دیشنه بارش میکتته چخله چخله دونه دونه
Bravo. Merci vraiment à toutes et à toutes pour avoir participé à ce grand moment de visibilisation des femmes. Et merci à tous aussi, à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre dans cette grande aventure pour rallier cette alliance et amplifier tous ensemble nos voix et les leurs. Merci encore. Merci beaucoup. Eh bien, juste quelques mots pour clôturer cette belle soirée. Vous remercier et vous inviter bien sûr à poursuivre autour de ce cocktail. Commencer par remercier d'abord les premières concernées, ces femmes engagées, exilées, qui ont sublimé vraiment notre soirée. Rien n'aurait pu être fait sans vous, ça n'aurait aucun sens. Donc merci de votre confiance et merci des talents que vous avez partagés avec nous. Vraiment, très grand merci. Merci aux équipes qui, depuis le lancement du projet jusqu'à cette soirée et maintenant par la suite, vont continuer à porter et à amplifier ce beau projet. Merci à toutes les associations partenaires qui ont été évoquées tout au long de cette soirée. Merci aux pouvoirs publics qui nous soutiennent dans cette aventure et merci aux fondations qui nous soutiennent et à celles qui vont nous rejoindre, on l'a dit, et qui vont continuer à s'engager. Vous l'aurez compris, c'est vraiment cette question de l'engagement qui est sous lequel était notre soirée ce soir. Ce projet est avant tout une œuvre collective. C'est précisément cette dimension qui fait sa force, permettre à chacun, à sa manière, de s'engager. Nous sommes tous des étrangers voyageurs sur cette terre. À nous d'en faire un pays un peu plus habitable. Merci de continuer à nous permettre de grandir dans cette aventure. Ce projet, il a besoin de vous. Il a besoin que des personnes rejoignent les collectifs citoyens d'accueil, que certaines personnes contribuent financièrement à soutenir ce projet. Il a aussi besoin de solutions d'hébergement. Alors si cet appel résonne soit pour vous personnellement ou pour autour de vous dans vos réseaux, merci de faire circuler cet appel à engagement. Chaque geste compte, chaque engagement ouvre des possibles, vous l'aurez compris, et ça transforme des vies.